Alors, on va commencer les échanges. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, merci d'être à nos côtés. Je vais vous présenter brièvement le Club Apex pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, le Club Apex, c'est le club des entreprises de l'international de la région Sud. C'est un réseau fédéré de 150 membres et partenaires sur le territoire de la région Sud. Et notre ADN, c'est le networking. Donc, c'est l'échange, le partage d'expériences, la transmission de bonnes pratiques entre professionnels de l'export. Aujourd'hui, on est ravis d'avoir donc Peggy Santerre, experte en Bonjour. de traduction au sein de Six Continents, partenaire de l'APEX, donc qui va animer cette expert talk. Donc, Peggy, je te laisse la parole. Okay. Cette session est enregistrée, donc après, vous recevrez effectivement l'enregistrement par mail. Peggy, je te laisse la parole. Ok, alors je partage mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Pour l'instant, tu n'as pas partagé, hein? On te voit, toi. Ah ouais, eh ben pourtant, je le mets. Voilà, attends. C'est bon? Oui. C'est parfait. Alors, là, hop. Ok, vous me confirmez que vous voyez. Là, vous m'entendez? Parce que moi, j'ai l'impression de ne plus vous entendre. On t'entend. Anna? On t'entend. Ok, bon, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Peggy Santerre, experte en stratégie de traduction. Je travaille dans ce secteur depuis 18 ans. Et donc, avec Gaëtan Chrétienot, le fondateur de Six Continents, qui est conférencier international sur les sujets de la traduction et de l'IA, on dirige donc ce cabinet qui est présent sur Strasbourg, Lyon et Marseille. Donc, nos clients, ce sont des grands groupes, des PME et des institutions en France, mais également à l'international, puisque 55% de nos clients sont à l'étranger, Europe et majoritairement US, un peu de clients asiatiques. Je suis également enseignante à l'université d'Aix-Marseille sur les métiers d'aujourd'hui et de demain liés à la traduction. Donc, notre société propose de la traduction humaine, mais également hybride, donc on va en parler. La création de contenu, donc à partir d'un brief et d'une langue donnée, on peut créer des contenus. De la stratégie de traduction, donc on va également en parler, avec notamment du consulting et des services dérivés qui peuvent être de l'interprétation, en présentiel ou à distance. Cette année, ça a été beaucoup de réunions à distance. Donc, comment animer une réunion dans plusieurs langues en visio, par exemple, c'est des problématiques auxquelles on peut répondre. On intervient aussi sur tout l'aspect sous-titrage, doublage de vidéos. On a des traducteurs qui ont des expertises dans beaucoup de domaines, comme le technique, le juridique, la finance, le tourisme, la santé, la beauté, le e-commerce, l'énergie, les médias, l'agroalimentaire, et j'en passe certains. Moi, j'avais déjà une question. Est-ce que déjà, parmi toutes les personnes qui sont présentes ce matin, est-ce que déjà vous faites traduire ou vous traduisez vous-même beaucoup de choses, de documents régulièrement, ou c'est des problématiques que vous n'avez pas encore de façon régulière? Alors, n'hésitez pas à activer votre micro pour interagir. Voilà, Sylvain. C'est Sylvain Bargue, je crois. Oui. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous vouliez répondre effectivement à Peggy? Non, en fait,
C'était juste que vous activiez votre micro. Ouais. Ok. Mais oui, enfin, si, bien sûr. Moi, je vais avoir des besoins de traduction puisque aujourd'hui, j'ai un site de e-commerce pour la France, mais j'ai des ambitions de me développer à l'international. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui me touche très particulièrement. Ok. Donc, ce qui va être important surtout, c'est alors soit pendant la présentation ou à la fin, vous notez vos questions et de profiter de ce moment pour, si je peux vous donner un peu des ficelles pour ce sujet, tous les sujets qui sont liés, parce que c'est assez vaste. Voilà, alors on a le sujet de la traduction, mais le sujet de l'IA, au secours des langues, c'est le titre d'ailleurs de l'intervention. Donc, l'intelligence artificielle, la traduction automatique, c'est tout un tas de données. Donc, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant déjà de commencer par des données. Alors, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir conscience qu'on lit à peu près 300 mots par minute. Et en moyenne, alors ça va dépendre des personnes évidemment, mais en moyenne, on va consommer un peu moins de 50 000 mots par jour. C'est pour un peu avoir une volumétrie de ce que représentent nos lectures, que ce soit perso ou pro, sur les réseaux sociaux, sur des articles, des journaux, voilà un peu la moyenne de ce qu'on lit dans la journée. Alors, si maintenant en face, on met ce que ça coûte de traduire ce volume, on est sur un coût de presque 7 500 € par langue, et ça demanderait 10 jours à 3 traducteurs pour traduire tout ce volume. Voilà un peu le décor posé sur la traduction humaine. Donc, voilà, une journée, tout ce que vous lisez, il faudrait 10 jours, 3 personnes, 7 500 € par langue pour traduire. Et vous avez une traduction très qualitative. Maintenant, je vous présente deux images pour faire mûrir un peu la réflexion. Si on regarde cette carte et on regarde le cercle, ce cercle-là, alors on n'y pense pas forcément, mais la moitié de la population de la Terre vit à l'intérieur de ce cercle. Donc, ça veut dire que l'autre moitié vit en dehors de ce cercle. Si on le regarde autrement, on regarde cette carte. Peggy, je me permets, je crois que ton PowerPoint ne défile pas. Ouais. Ah bon? Pourtant, ouais. J'appuie. Non, ça ne défile pas. Ah mince. Voilà, Alors, attends. Hop. Alors, ben heureusement que tu me le dis. Voilà, c'est quand tu as parlé. Voilà, ok. Là, c'est bon. C'est bon? Donc là, voilà. Ok, donc on était sur... Voilà. Ok, maintenant, donc le fameux rond, où on a la moitié de la population. Et là, si on regarde ici, on voit que chaque zone de couleur représente un quart de la population. Donc, c'est assez flagrant de voir que finalement, il y a une concentration autour de l'Inde, et puis aussi de la Chine, qui est importante. Donc, tout ça peut forcément poser des questions et se dire quelles sont les langues les plus parlées dans le monde, alors en termes de langue maternelle, par nombre donc, de personnes dont c'est la langue maternelle. Donc là, si on voit la diapositive suivante, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc évidemment le chinois en premier, l'espagnol, l'anglais, l'arabe, l'hindi, etc. Alors, on n'est pas sur les langues toujours les plus influentes, on est sur les langues, le nombre de personnes qui ont
cette langue maternelle. Mais c'est important d'avoir ces chiffres-là en tête pour se dire que selon où je fais du commerce, selon où se trouvent mes clients, je ne dois peut-être pas miser que sur l'anglais. Dire, OK, en Inde, ils parlent anglais, mais il y a quand même énormément de langues en Inde et peut-être que je devrais commencer à réfléchir sur comment je vais affiner mon discours, mes supports selon ma cible. Donc là, on est toujours sur des données différentes. Alors, c'est un peu dérangeant parce que je n'arrive pas à voir. Là, vous avez toute l'image, vous l'avez en... Je pense que vous l'avez tout en... On ne l'a pas en format diaporama. Voilà, c'est ça que je trouve bizarre. Et quand... Donc, logiquement, c'est en bas sur la petite icône. Ben oui, c'est ce que je fais et c'est trop bizarre. Parce que du coup, il y a une animation et... Bon. Comment ça se fait que ça... Très bon. C'est un peu dommage, c'est pas grave. Donc, pardon? Je vous interromps. Mais là, je vois notes en bas. Vous voyez, donc il y a... on voit tes notes, en fait. Ouais, peut-être, on voit tes notes et c'est écrit notes, alors que si peut-être, si vous pouvez cliquer sur notes tout en bas. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a... Attendez. Là, vous voyez? On ne voit pas en diaporama, on voit avec les notes. C'est pénible. Bon. Eh ben, je ne sais pas pourquoi. Et en plus, ça fait que de... Bon. Excusez-moi de ce bug, je ne sais pas pourquoi. Bon. Là, vous voyez ma page avec les likes? Oui. Ouais, bon, OK. Donc, donc on va regarder maintenant toutes ces personnes qui sont dans le monde entier quand elles se trouvent sur Internet. Donc, 72,1% des internautes préfèrent lire dans leur langue maternelle. Donc ça, c'est important de le savoir. 75% des internautes vont préférer consulter les informations qui vont être vraiment relatives aux produits dans leur langue maternelle. C'est-à-dire que si vous vendez un produit hyper technique, si elle ne trouve pas l'information dans sa langue maternelle, ça va être un gros problème pour elle, puisque ça ne va pas forcément la mettre en confiance. Maintenant, 44% des consommateurs de l'Union européenne estiment en fait passer à côté d'informations essentielles quand ils visitent un site qui n'est pas traduit dans sa langue maternelle. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Après, si on part que sur le e-commerce, donc vraiment l'acte d'achat, les personnes qui vont aller acheter sur une boutique e-commerce, 90% vont préférer acheter dans leur langue maternelle. Bon. Et là, peut-être que vous allez vous dire, oui, mais il y a des pays qui parlent bien anglais, qui sont à l'aise, comme les pays scandinaves. Eh bien, bizarrement, non. Quand on regarde alors, j'allais dire nos voisins, ils ne sont pas tout à fait nos voisins, les Suédois, 80% des Suédois disent qu'ils vont préférer acheter en suédois quand la version du site e-commerce est en suédois
ils vont acheter plutôt dans leur langue maternelle, même s'ils sont très à l'aise avec l'anglais. Donc, c'est quand même important de se dire que l'acte d'achat, il est vraiment stimulé par la disponibilité du site qui sera dans sa langue. Alors, les marchés Internet explosent, évidemment. Alors, on a vu cette année, en plus, avec la pandémie, ce qu'il en est. Donc, c'est important de garder aussi en tête que notre vitrine notre boutique peut continuer à fonctionner même si nos boutiques physiques sont fermées. Et il y a des marchés forcément émergents en Afrique, en Océanie, en Inde. Et comment je vais aller toucher le cœur de mes clients, de mes cibles, quand je dois leur parler donc avec mes produits, quand je dois aller les séduire, quelle langue je vais utiliser. L'anglais ne va pas forcément suffire, puisque tout ce que je vous racontais donc avant, si on veut le toucher directement, lui parler, ça va vraiment être dans sa langue. Et dans les pays émergents, même s'ils peuvent comprendre le français, l'anglais ou l'espagnol, ce n'est pas forcément leur langue maternelle. Donc, bien réfléchir à ces données-là. Une donnée qui est importante, c'est que aujourd'hui, 14 langues suffisent à peu près pour atteindre 75%, un peu plus de 75% des internautes. Mais rapidement, dans un horizon d'une dizaine d'années, pour toucher 96% de la population, il faudra un peu plus de 60 langues. Donc, forcément, il faut se préparer à cette transition et regarder bien son cœur de métier, son secteur, étudier où sont mes futurs clients, où est-ce qu'ils sont situés dans le monde quand je suis à l'export et dans quelle langue je vais leur parler. Très stratégique de se dire, je vais demain, l'anglais ou le français, l'espagnol, ne va plus forcément me suffire. Et qu'est-ce que je vais choisir? Et il faut vraiment se poser la question rapidement pour être prêt dans les années à venir. Et en plus, ça peut être pas mal de langues qui n'ont pas des alphabets latins, donc avec une problématique qui ne sera pas forcément aussi que de la traduction, mais l'adaptation de tout. La boutique e-commerce dans des langues qui ne s'écrivent pas en langue latine, ça a aussi des problématiques techniques. Enfin, on a atteint cette année donc les 100 milliards d'euros de commandes en ligne en France. Et donc, ça représente 10% du commerce de détail. Alors, on est loin du Royaume-Uni, mais c'est quand même un marché en plein essor et qui ne va faire que croître. On l'a tous bien remarqué. Donc, tout ça, toutes ces données, tous ces éléments que je viens de vous exposer, forcément, ça génère des besoins exponentiels de communication. Évidemment, tout le monde souhaite communiquer ensemble, alors avec des besoins différents. Ça peut être de la compréhension, ça peut être des besoins de publication, il y a la communication internationale a plein de raisons d'être. Et forcément, la transformation numérique que nous vivons depuis plusieurs années, qu'est-ce que ça a provoqué? Encore plus de besoins de communication multilingue. Donc, quand on me pose régulièrement la question, alors, cette situation, cette crise sanitaire, est-ce que ça a beaucoup touché votre secteur? La réponse est, ça a touché, mais pas dans le sens fait baisser les ventes, mais plutôt fait évoluer déjà les types de contenus, beaucoup de contenus liés à la Covid-19, beaucoup de contenus différents aussi. Les entreprises ont voulu communiquer beaucoup plus avec des vidéos. Des entreprises qui n'étaient pas encore sur l'e-commerce se sont dit « Ah, je vais peut-être m'y mettre plus rapidement » ou tout simplement, le commercial qui ne peut plus se déplacer
qui ne peut plus voyager, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surcommuniquer pour pouvoir être quand même présent auprès de ses clients. Donc, la transformation numérique, forcément, génère beaucoup de traductions. Il y a une compétition pour l'attention, c'est-à-dire quand je veux acheter je prends un exemple personnel. L'autre jour, je voulais acheter des chaussons pour mon fils. Je tape chaussons garçon 2 ans. Hop, il y a plein de contenus qui arrivent. Forcément, il y a une compétition de l'attention sur Internet, lequel je vais choisir. Alors, il y a l'image, mais aussi s'il y a une promo, etc. Donc, il y a aussi ce besoin de capter l'attention de ma cible. Et donc, ça, on est dans l'émotion et comment je vais attirer l'œil. Donc, on est dans la communication, mais adaptée. Voilà, et l'hyper-personnalisation, forcément, du contenu. À côté de ça, on a l'essor de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, on va en parler un peu plus ensuite. Elle a plusieurs fonctions dans le secteur de la traduction, dont la traduction automatique, mais ce n'est pas tout. Et c'est vrai que la traduction automatique, finalement, quand on réfléchit, aujourd'hui, c'est devenu un bien… on va sur Internet, on traduit automatiquement ses contenus quand on en a besoin. Je reçois un email et je veux comprendre de quoi il en ressort. Alors, ça peut avoir un réel avantage. Je prends l'exemple. Je reçois une demande d'un prospect hongrois. Je ne comprends absolument pas le hongrois. Donc, je le passe sur un outil de traduction automatique en ligne. Je comprends à peu près en français ce que ça veut me dire. Donc, l'outil de traduction automatique m'a permis de me rapprocher de ce prospect que je ne connais pas et de comprendre à peu près ce qu'il veut. Donc, ça aura fait le job, on va dire, la compréhension. Après, si je veux lui répondre, je peux soit me dire je vais continuer à lui répondre avec cet outil-là, mais pas sûr qu'il comprenne bien, soit utiliser de la traduction vraiment professionnelle humaine pour lui répondre et avancer. Mais en tous les cas, l'accroche, l'IA permet de faciliter aussi ce type d'interaction et d'aller beaucoup plus vite dans les échanges. Une donnée qui est super intéressante aussi, je trouve, c'est que sur une journée, une seule journée, en 24 heures, toutes les requêtes qui sont faites dans le monde entier en traduction automatique, tous les outils confondus, correspondent à une année entière de traduction humaine dans le monde entier avec tous les traducteurs professionnels. Donc, c'est pour voir les deux poids. Alors, on n'est pas du tout en compétition, on va le voir après, c'est complètement complémentaire, ils ne sont pas forcément pour les mêmes besoins. Mais c'est intéressant d'avoir cette relativité et de se dire, aujourd'hui, le monde dans lequel on est, cette hyper-communication multilingue passionnante. Voilà. Et l'intelligence artificielle peut être aussi très intéressante sur de la compréhension quand j'ai une page sur les réseaux sociaux et je vois plein de commentaires de mes clients parce que je fais du B2B et je ne comprends pas forcément toutes les langues dans lesquelles me parlent mes clients. C'est bien aussi d'utiliser ce type d'outil. Voilà. Par contre, c'est sûr que ce qui est important quand même, c'est de se dire que la traduction doit rester intelligente. Donc là, on va forcément penser à la localisation. C'est-à-dire que quand je vais commencer à vouloir faire traduire ma boutique en ligne, réfléchir à comment je m'y prends, etc., il n'y a pas que la traduction à dire automatique, pas automatique, hybride, on en parlera un petit peu plus après, mais il y a aussi comment je présente les choses. Est-ce que ma cible
va avoir ses repères sur ma boutique telle qu'elle est. Je prends un exemple tout bête. Votre boutique, comme beaucoup, quand vous voulez commander, il y a le petit caddie. Eh bien, si vous voulez vendre dans une grande partie de l'Inde, où personne n'a vu un chariot, un caddie, ce ne sera pas du tout intuitif de se dire « Ah, ben je mets dans le caddie ». Ce n'est pas du tout pour eux quelque chose évocateur. Donc, il y a aussi toute cette partie de, finalement, il faut que je fasse attention à mes pictos, les couleurs. Il y a peut-être des produits que je ne vais pas mettre. En cosmétique, il y a des pays où, par exemple, tout ce qui va être les produits pour la maternité. Alors, là, on voit, nous, par exemple, en France, les mamans qui vont donner le sein, etc. Il y a des pays où c'est hyper choquant de pouvoir de présenter ce type d'image sur sa boutique. Donc, au-delà de la traduction, il faut aussi penser à qu'est-ce que je vais communiquer comme image. Donc ça, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle ne le fait pas. Je ne sais pas si demain elle le fera, mais ça, c'est des services qu'elle ne propose pas et c'est important de le prendre en compte parce que c'est dommage de faire un effort de traduction si à côté de ça, on n'a pas pensé à tout ce contour. Donc, on arrive au sujet, après avoir posé tout ce décor, donc l'intelligence artificielle au secours des langues. Pourquoi elle est au secours des langues? Parce que finalement, elle est aujourd'hui plus abordable, puisqu'elle est soit gratuite, soit très peu onéreuse pour donc, les moteurs de traduction automatique professionnels. Elle gagne, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide, évidemment, et pour certains contenus, j'insiste bien, pour certains contenus et pour certaines personnes, certains contextes, elle peut être suffisamment qualitative. Donc, c'est important de se dire qu'on peut avoir cet outil-là qui va être intéressant, notamment sur une note interne. Je suis une entreprise internationale, j'ai besoin de communiquer sur le fait qu'il y a une collègue en Pologne qui quitte l'entreprise, on peut peut-être utiliser ce type d'outil. Par contre, j'ai une notice de tronçonneuse à traduire. Je ne vais peut-être pas prendre le risque d'utiliser une traduction automatique qui ne va peut-être pas prendre tous les aspects et qui ne va peut-être pas voir aussi des problèmes dans la source, parce que l'humain, lui, peut aussi détecter qu'il y a des problèmes déjà de rédaction dans la source et va se faire éclaircir des phrases quand elles ne sont pas tout à fait claires. Donc, aujourd'hui, les attentes de la traduction pour nos clients, qui sont donc des PME, des grands groupes, des institutions, ça va être de la traduction automatique, comme je vous ai dit, avec les bénéfices qui sont pas chers, gratuits et rapides, de la traduction humaine qui va être très, très qualitative, mais de plus en plus de la traduction hybride. On y arrive. Donc, de la traduction hybride, c'est une espèce de couplage où on va faire donc machine first, human second, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui va pré-traduire selon un process particulier, on ne va pas injecter n'importe quelle donnée, et le traducteur qui va post-éditer, c'est-à-dire qui va réviser, améliorer ce contenu et faire en sorte que ce mariage automatique humain soit intéressant et permette d'atteindre le but souhaité par le client. Alors, encore une fois, la traduction automatique humaine et hybride est adaptée par type de contenu. Ça ne va pas forcément
être adaptés l'un à la place de l'autre pour certains contenus, et je vous en parlerai après. Donc, ici, sur cette représentation, donc on va parler de la traduction des contenus pour la traduction hybride. Donc, à gauche, le terme qualité, qui n'est peut-être pas forcément le plus adéquat, je dirais plutôt aboutissement, c'est-à-dire l'aboutissement maximum, il va être pour quel type de contenu? Alors, c'est l'avant-vente. Vous aurez remarqué, enfin, je pense, hein, ou vous ferez attention, si vous achetez n'importe quel produit réalisé, donc produit à l'international, enfin produit à l'étranger et que vous achetez vous, remarquerez que tous les documents avant-vente sont souvent bien traduits. Vous allez être assez séduit par les publicités, par les posts réseaux sociaux, tout pour capter, pour vous séduire. Par contre, bizarrement, une fois que vous avez acheté votre meuble à monter ou votre bicyclette ou peu importe, là, le manuel d'utilisation, généralement, il est un peu moins bien traduit. Alors, c'est dommage, mais bon, nous, on le voit tous les jours. La plupart des clients investissent dans la séduction du client, dans l'avant-vente, et après, dans l'après-vente, c'est toujours de la traduction moins qualitative, souvent qui est demandée. C'est un peu dommage, mais bon, c'est la réalité. Donc, souvent, l'aboutissement maximum, ça va être sur l'avant-vente. Et après, toute l'industrie régulée. Donc, le médical, le pharmaceutique, le financier, voilà. Et évidemment, le juridique. Un contrat juridique, je n'ai jamais entendu une entreprise qui nous dit « Est-ce que vous pourriez nous traduire un contrat juridique avec de la traduction automatique ou hybride ?» Ils ne veulent pas prendre de risques. Donc, toute l'industrie régulée, c'est assez acquis comme réflexe. On est sur de la traduction humaine avec révision par un autre traducteur. C'est assez poussé. Maintenant, si on va sur la droite, on a tous les contenus où là, pour le coup, l'automatisme est arrivé comme quand vous appuyez sur votre interrupteur pour avoir la lumière ou vous ouvrez votre robinet pour avoir de l'eau, et bien là, vous avez le réflexe maintenant d'aller traduire automatiquement sur peu importe l'outil en ligne, et vous avez la traduction de vos emails, de vos blogs, des avis clients, des forums utilisateurs. Vous êtes un hôtel, vous voyez le commentaire polonais que vous ne comprenez pas, vous le passez sur Internet, vous voyez qu'il n'était pas content parce qu'il y avait des cafards. Bon, ça suffit, ça a fait le job et ça vous va très bien. Et au milieu, il y a un peu, il y a le reste, donc les alertes, les sites web. Alors, les sites web, on est entre l'humain et le purement humain et l'hybride, hein, ça dépend des types qu'on nous demande, les aides en ligne, les logiciels, les documentations. Et de plus en plus, ce carré se décale, puisqu'en fait, forcément, à force du temps, à force d'avancer aussi avec l'IA, et que les résultats s'améliorent et qu'avec des traducteurs professionnels humains qui sont très spécialisés, on arrive à faire des couplages très intéressants sur certains contenus. Alors, je pense par exemple aux boutiques en ligne, le e-commerce. Étant donné le volume hyper important souvent des contenus entre le nombre de produits, donc le nombre de descriptifs, le nombre de langues quand on veut vendre à l'international, si on commence à payer tout ce contenu en traduction humaine, ça peut représenter des sommes excessivement chères et un investissement qui peut faire peur. Et donc, il y a des stratégies à avoir, à se dire, finalement, on peut peut-être y aller
par étape, donc en disant dans quel contenu je mets le paquet. Donc là, on va avoir de l'humain bien révisé, quelque chose. Et puis, quel contenu, pour l'instant, je vais faire peut-être de l'automatique ou de l'hybride. Et puis, petit à petit, quand ces produits, je vois peut-être qu'ils pourraient être vendus un peu plus dans certains pays, je vais passer sur vraiment une traduction plus qualitative, etc. Donc, on peut mettre en place du à la carte, se dire, pour certains contenus dans un même univers, dans un même environnement, c'est-à-dire votre site web ou votre boutique e-commerce, se dire, où est-ce que je mets le curseur par contenu. Maintenant, si on regarde ces données-là aussi, ces courbes, donc MT Quality, c'est la qualité de la traduction automatique, on est sur 1980 et puis là 2030, donc on voit que la courbe monte. Alors bon, après ça, on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Alors, c'est pas rare qu'on me dise « Ah là là, t'as pas peur de rester dans ce domaine de la traduction puisque vous n'allez plus avoir rien du tout comme commande parce que évidemment vous avez un compétiteur, un concurrent de taille, l'intelligence artificielle. » Non, on n'a pas peur. C'est pas du tout un concurrent, c'est plutôt un outil et comment savoir l'apprivoiser et quoi en faire. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est cette courbe good enough. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on est de plus en plus, on est des consommateurs, des lecteurs, un peu avec du snacking. C'est que des petits posts sur les réseaux sociaux, des tweets, c'est beaucoup de contenu où on se satisfait souvent d'un mot qui n'est pas toujours juste, d'un contenu qui est parfois rédigé un peu de façon bancale. On peut s'en satisfaire et pour certains aussi contenus, on a vu que ça pouvait aussi suffire. Donc en fait, bon, alors je ne sais pas si cette représentation aura raison, mais à un moment donné, ça peut se croiser et se dire qu'on arrive à un point qui serait suffisant, mais bon, encore une fois, pas du tout sur tous les contenus. Mais c'est important de voir en fait finalement qu'il y a ces deux données à mettre en relation. Donc, l'intelligence artificielle en action. Donc, forcément, je pense que quand vous avez vu le titre, vous avez pensé que traduction automatique dans le domaine des traductions. Mais nous, on va parler donc des traitements de langue naturelle. L'intelligence artificielle ne nous aide pas que à la traduction automatique. Il y a plein d'autres utilisations dans notre secteur. Et c'est là où c'est absolument passionnant et très, très intéressant pour nous d'avoir ces technologies qui nous aident au quotidien. Première chose, comment nous aide l'intelligence artificielle? Elle va nous aider à catégoriser les contenus. Jusqu'à il y a 10 ans, alors si on remonte même, il y a 20 ans presque, quand moi j'ai démarré en 2002 dans ce métier, on recevait beaucoup de documents sur disquette ou sur papier. Donc on regardait, on feuilletait, tiens, alors il y a un peu de chimie dans ce document, il y a un petit peu de biochimie, etc. Donc à quel traducteur je vais le donner? Après, il y a depuis une dizaine d'années, alors on a tous les formats informatiques, mais donc on va regarder sur des supports dématérialisés, mais le traducteur ou le chef de projet devait regarder, analyser le document. Alors imaginez, vous avez un document de 300 pages, il faut regarder un peu tout le domaine pour savoir à quel traducteur on va le donner. Là, on a des outils avec l'intelligence artificielle qui est capable de nous catégoriser les contenus. C'est-à-dire, on lui donne un document ou des fichiers, ou peu importe, et il va nous dire, voilà, vous avez 40% de votre document, c'est pur juridique, 30%, ça va parler de mécanique et 10% d'autre chose. Ou alors, sur le site, il va y avoir tant d'avis clients, tant de données techniques, tant d'aspects juridiques sur les CGV, etc. Et là,
ça va nous faire gagner un temps fou et ça va nous permettre aussi de nous orienter sur une stratégie, de se dire, bon, alors, dans ces catégories de contenu, où est-ce qu'on met le paquet? Où est-ce que j'investis le plus? Le curseur, je le mets où? On va réfléchir avec le client, on va lui faire réfléchir, se dire, est-ce que vous voulez tout traduire ou pas? Où est-ce qu'on fait de la traduction purement humaine? Où est-ce qu'on met de l'hybride? Où est-ce qu'on garde que de l'automatique, etc. Donc ça, c'est une première brique de l'intelligence artificielle. Deuxième brique, la traduction automatique donc neuronale, comme je vous l'ai expliqué et comme vous la connaissez de façon très naturelle. Voilà. Donc nous, on peut l'utiliser alors avec des moteurs professionnels et différents moteurs, et on va connaître un peu les atouts des uns et des autres. L'intelligence artificielle peut également aussi estimer la qualité avant lancement. C'est-à-dire qu'on peut pré-traduire un document avec un outil de traduction automatique et un autre moteur va nous dire, alors là, il va y avoir pas mal de travail, de révision sur ce projet, puisque la qualité donnée par la traduction automatique me paraît assez faible. Donc, ça donne aussi une idée du travail à reprendre derrière. L'intelligence artificielle nous permet également de sélectionner le bon traducteur qui va correspondre à un projet. Je peux très bien avoir des documents traduits complètement par des humains, mais au préalable, j'ai donc estimé, catégorisé mes contenus et j'ai demandé à mon outil de me dire, finalement, dans tous les traducteurs que j'ai, tu sais, on a une sorte de Big Brother qui regarde toutes les traductions qu'on a faites depuis des années et qui dit, là, pour tel contenu, pour ce client, ce traducteur, il devrait vraiment correspondre, puisqu'on a déjà traduit dans ce domaine-là beaucoup de choses dans cette langue-là avec ce traducteur. En plus, le client était content, etc. Et donc là, ça va nous aider, puisqu'on ne peut pas avoir la mémoire de se dire, oui, en 2017, on avait en effet traduit pour des pots de confiture pour tel autre client. Voilà. Donc là, ça va vraiment être précieux pour nous, ça va nous aider. Et enfin, l'intelligence artificielle peut aussi nous aider dans le contrôle de la qualité, c'est-à-dire qu'une fois que le traducteur a fini son travail, que ce soit complètement depuis le début de la traduction ou s'il a révisé la traduction automatique, peu importe, on a un autre système d'intelligence artificielle qui est capable de dire, alors là, il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres, puisque dans la source, il y avait un chiffre, et puis là, dans la traduction, dans cette phrase-là, il n'y a pas de chiffre. Je trouve ça un petit peu bizarre. Est-ce que vous pouvez vérifier? Donc, ça va sortir une sorte de fiche de contrôle qualité qui va donner une liste. Alors, forcément, il y a pas mal de faux positifs où il faut qu'on fasse attention, se dire, on ne va pas dire OK, mais c'est des alertes. Et parfois, il y a des choses intéressantes. Ça peut être aussi de la ponctuation, des points sur lesquels le traducteur n'aura pas forcément mis le paquet. Lui, il va mettre le paquet pour faire quelque chose de qualitatif, idiomatique. Ça reste un travail cognitif. Et il peut passer à côté quelque chose de pas forcément grave, une majuscule ou quoi, mais ça permet quand même un contrôle qualité qui aboutit vers une belle traduction. Voilà. Donc, j'en arrive donc à un concept que l'on vend, alors plutôt pour des entreprises assez matures sur le sujet. Donc, je ne serai pas très longue sur ce slide. C'est la Smart Translation Factory, c'est-à-dire finalement de se dire j'ai beaucoup de contenu régulièrement dans beaucoup de langues, j'ai plusieurs fournisseurs, j'ai plusieurs agences de traduction ou j'ai des traducteurs en interne, des traducteurs en externe. Qu'est-ce que je fais pour qu'à la fin, ce soit quand même cohérent et que ce soit réparti intelligemment? Donc, on peut monter en fait ce concept qui permet donc de catégoriser les contenus, de faire des
des scénarios qui permettent d'orienter les bons contenus vers les bonnes personnes et vers les bons process pour qu'il y ait une optimisation et une réelle pertinence pour chaque public visé. Donc ça, c'est des sujets où on va plutôt intervenir en termes de consultants avant que la bombe n'explose, puisqu'on ne se rend pas compte, mais quand on a de très, très gros volumes de traduction, c'est quand même capital de se poser ces questions. Quand on n'a pas des très gros volumes, on n'est pas obligé d'arriver avec ce type d'outils très poussés. Mais sachez que c'est le genre de possibilités qui peuvent être mises en place. Donc, les défis qui sont à relever aujourd'hui autour de la traduction, dans notre secteur. Alors, c'est la qualité de la traduction qui est assez surévaluée. Je ne sais pas si vous aviez entendu, il y a quelque temps, Microsoft avait annoncé qu'ils avaient atteint la parité humaine, c'est-à-dire traduction automatique égale traduction humaine. Bon, évidemment, c'était faux. Hein, donc, ils se sont excusés ensuite. Je doute que ce soit possible. Il y a eu d'énormes progrès, mais bon, on sait que forcément, comme je vous le dis depuis le début, quand on veut quand même personnaliser et toucher sa cible, l'humain ne peut pas être remplacé, évidemment. On manque malgré tout, bien qu'il y ait énormément de données disponibles, on manque malgré tout de données, de qualité de données d'entraînement, notamment dans certaines langues. C'est pour ça que parfois, je vais avoir des clients où sur une dizaine de langues commandées, on ne va pas avoir la même stratégie, puisque si on demande du français-anglais dans un domaine où il y a énormément de données, on peut avoir des intérêts à faire de la traduction hybride. Et puis, si on nous dit, là, je voudrais aussi ce contenu en portugais, et dans ce domaine-là, on se rend compte que ce n'est pas très riche, ça va être très compliqué. Et le traducteur, ça va être l'horreur pour lui de reprendre de la traduction automatique. S'il n'y aura aucun intérêt, il préférera même traduire depuis le début et ça va l'induire en erreur, ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a aussi ce challenge de toutes les langues ne sont pas au même niveau parce que forcément, il n'y a pas les mêmes enjeux, hein, on est d'accord ? Un autre défi intéressant, c'est la contamination croisée. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? C'est que finalement, l'intelligence artificielle, dans le terme traduction automatique, hein, dans le sens traduction automatique, c'est le résultat de plein de données qui sont entraînées les unes après les autres. Mais à force de tous ces moteurs existants, qu'est-ce qui se passe? Les moteurs vont chercher des textes existants sur Internet qui ont déjà été traduits par d'autres moteurs. Donc, ça s'auto-contamine, ça fait une contamination croisée. Et donc, on arrive là à un seuil où la traduction automatique, à ce challenge, c'est de se dire à quel moment ça a été traduit par un humain. Là, je l'intègre pour faire entraîner mon moteur et le faire évoluer. À quel moment ça a été fait par la traduction automatique. Et là, je ne dois pas l'utiliser. Donc, ça, c'est un challenge aussi qui est à relever. Une chose qu'on n'a pas encore évoquée et qui est très, très, très importante, je le répète chaque jour à nos clients, c'est sécurité, confidentialité et RGPD. Évidemment, quand vous mettez du contenu sur un outil de traduction automatique, il ne faut pas ignorer qu'évidemment, ce contenu n'est pas confidentiel, il va alimenter les moteurs de traduction. Donc, prudence quand ce ne sont pas des moteurs payants et sécurisés. Il faut faire attention à vos données. Enfin, un autre défi à relever, c'est la formation des linguistes. Donc, je le vois à l'université à Aix-Marseille. Les linguistes, c'est-à-dire traducteurs, réviseurs, il faut les amener vers ces nouveaux métiers. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous n'allez pas forcément que traduire à partir d'un texte. Vous allez pouvoir soit créer des textes à partir d'un briefing ou alors réviser des textes à partir de la traduction automatique. Quels sont les pièges? Comment le facturer? Comment aussi avoir la posture et montrer que vous avez une valeur ajoutée et qu'il ne faut pas vous brader puisqu'on vous a donné de la traduction automatique, parce que si
les données sont mauvaises, et ben votre travail va être encore plus dur. Donc, c'est aussi les former. Et puis aussi former les linguistes dans les pays émergents, puisque toutes ces langues dont on a parlé au début de la présentation, il va falloir des traducteurs dans ces langues. Donc, diffuser les langues de demain, se dire aussi dans les pays, d'avoir des programmes pour que les jeunes puissent se dire, tiens, moi, je pourrais être traducteur, je n'y ai pas pensé, mais il faudrait que je me forme pour être traducteur, parce qu'on ne s'improvise pas, ce n'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est traducteur. Donc, c'est hyper capital de pouvoir former les futurs traducteurs, que ce soit dans des langues assez communes et dans les langues de demain. Voilà un peu les défis qu'on a relevés. Je vais finir par deux dernières diapos avant d'avoir vos questions. Là, c'est les technologies de traduction, donc optimisation et capitalisation, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais qui sont la base quand vous avez des traductions à réaliser. On va dire, si vous avez au-delà de 3 commandes de traduction par an, c'est intéressant quand même de s'y intéresser et faire en sorte que vos traductions soient réfléchies et durables et pas à chaque fois des one-shots. Donc, il existe des outils de traduction assistée par ordinateur. Donc, ce sont des outils qui ne sont pas du tout des outils de traduction automatique, ce sont des outils qui aident le traducteur humain pour qu'il soit cohérent dans ses traductions. Donc, ça va regrouper toutes les traductions réalisées pour un client dans une combinaison de langues. Donc, très intéressant, vous avez une brochure que vous faites cette année, que vous traduisez en allemand. Dans 2 ans, votre brochure aura évolué. Vous l'avez payé 500 € cette année. Dans 2 ans, s'il y a eu 10 phrases qui ont changé, vous n'avez peut-être pas envie de payer encore 500 €. Donc là, ces outils vont permettre en fait de retrouver, quand vous allez nous redonner en fait votre brochure à traduire, vous n'avez pas besoin de nous mettre en jaune ce qui a été ajouté, rayé, ce qui a été enlevé. Nous, ça va être dans cette mémoire où on va retrouver ce qui a déjà été traduit, les nouveautés, ce qui a été supprimé, etc. Donc, dès le début, dès le devis, on est capable de vous dire, voilà, votre nouveau document, il va vous coûter 72 €, puisqu'il n'y a que 72 € de nouveautés. Voilà. Une base terminologique, donc c'est un glossaire qu'on va intégrer dans cet outil qui permet en fait que le traducteur puisse retrouver les termes, puisque la mémoire de traduction, ça va être des mots, des segments, des phrases, je veux dire, et des segments. Et la base de terminaux, ce sont des mots isolés. Donc, quand je discute avec des prospects qui ne nous connaissent pas, j'ai toujours la même phrase où on me dit « Ah oui, mais vous ne connaissez peut-être pas notre métier. » Alors, parfois oui, parfois on a déjà traduit dans ce domaine, parfois dans des domaines approchants, parfois non. Mais quand on est une société de traduction, professionnelle, et qu'on s'appuie sur des traducteurs professionnels, on peut tout à fait faire les recherches. C'est là où un traducteur a tout son intérêt, c'est qu'il fait les recherches. Il est capable d'aller trouver les bons mots dans tel domaine, etc. Et là, on va capitaliser dans une base de terminologie pour toujours retrouver les mêmes mots. Et ça permet qu'au fur et à mesure des commandes, si vous nous faites un retour en disant « Ah, ben tiens, mon commercial, il est allé en Russie, bon, cette année peut-être pas, mais l'année prochaine, et il nous a dit que ce terme-là, eh ben, les agents, ils avaient l'air de dire que ça se traduirait peut-être un peu plus comme ça. » Ok, on le change, on le verrouille et on sait que toutes les fois après, ce mot sera traduit de cette manière. Donc, c'est comme ça qu'on va entraîner, on va capitaliser et le traducteur va toujours réutiliser les mêmes termes, ça va garantir la cohérence, ça accélérera les processus puisque ce qui a déjà été traduit, on ne retraduira plus, ça va réduire vos coûts et on crée de la ressource. Donc, ça, c'est important. La slide après, c'est celle qui est la plus embêtante de ne pas avoir d'animation, mais ce n'est pas grave. C'était pour vous donner en fait un petit peu le fonctionnement, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous nous donnez un document,
peu importe le format, Doc, Excel, PowerPoint, HTML, peu importe XLIF. Nous, on va travailler dans un univers, dans un éditeur qui va segmenter donc, toutes les phrases. Donc, le traducteur humain, il va avoir, par exemple, cette phrase à traduire. Ça va interroger cette mémoire qui va lui dire « Ah, ça n'a jamais été traduit. » Bon, ben, il va le traduire de cette manière. Ensuite, il va avoir cette phrase à traduire. Ça va interroger et on va lui dire « Ah, ça a été traduit à 94% de cette manière. Il faut que tu changes quelque chose parce que c'est que 94% similaire à une traduction que tu as déjà faite avant, qui est celle-ci. » Donc là, il va rajouter la nouvelle phrase. Celle-ci, la mémoire va lui dire « Ça, on l'avait traduit exactement pareil, 100% identique, tu l'avais traduit de cette manière-là. Tu es toujours d'accord ?» Et là, le traducteur va valider. Et ainsi de suite. Et là, c'est la fameuse base terminologique. Quand un terme a été rentré, acté entre le client et nous, qu'il doit être traduit de cette manière, il va être en jaune, hein, et on va lui dire ce terme doit être impérativement traduit de cette manière, et le traducteur va traduire, etc. Et ensuite, on va exporter, vous retrouvez le fichier dans le format. Mais nous, le traducteur aura traduit dans cet environnement vertueux qui permet qu'à chaque traduction, vous capitalisez. Vous ne faites pas des traductions comme ça dans le vent. Et ensuite, ça permet d'avoir aussi des statistiques pour dire, voilà, cette année, vous avez fait tant de traductions dans telle combinaison, vous avez gagné tel chiffre d'affaires cette année, enfin tel coût, parce que comme vous avez capitalisé sur vos traductions, et ben vous avez pu gagner, je ne sais pas, 3 000 € parce qu'on a récupéré sur les anciennes traductions, etc. Donc, c'est intéressant pour les acheteurs. Voilà. Donc, pour conclure, ce qui est important, si on rejoint les deux sujets, intelligence artificielle et technologie, stratégie, on a toutes ces possibilités, c'est-à-dire qu'on peut coupler des systèmes multiples de traduction via l'intelligence artificielle pour certains contenus. On peut avoir votre matériel de référence, des bases de terminaux, des glossaires, avec une révision humaine, faire en sorte d'avoir un travail main dans la main et qu'on ait une traduction absolument, on va dire, qui répond absolument en fait à vos contraintes et à votre souhait. Donc, la stratégie de traduction, qu'est-ce que c'est finalement? C'est se dire quel contenu, quel aboutissement de traduction par contenu, quel fournisseur, parce que vous pouvez avoir des fournisseurs internes. Hein. Parfois, on a des langues où on a vraiment des pépites en interne qui peuvent nous traduire, mais elles n'ont pas l'outil. Donc là, ben, comment on fait? Quels outils? Quand je peux prendre la traduction humaine, quand je fais de la traduction automatique, quand de la traduction hybride? Comment je capitalise? Comment je suis cohérent? Comment j'automatise et je détecte des nouveaux contenus? Si j'ai une boutique en ligne et que j'ai des contenus toutes les semaines, mais comment je fais? Je ne vais pas toujours envoyer des mails pour dire « Ah, là, j'ai changé ci, j'ai changé cela. » Comment je calcule mon retour sur investissement? Toutes ces questions. Alors, je vais faire une analogie avant de vous donner la parole. J'ai fait un article dans l'année, il y a quelques mois, où j'ai fait cette analogie avec le linge. Quand vous faites votre linge, vous faites votre lessive, je veux dire, votre linge, vous ne mettez pas tout aveuglément dans votre machine, hop, vous appuyez sur n'importe quel bouton et c'est parti. Bon. Et bien pour moi, la stratégie de traduction, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le blanc, je vais le mettre à 90, et puis après, mes pulls, il faut que je le mette sur un cycle de froid, etc. Et donc, là, il faut vraiment se poser et réfléchir à comment je classe mes contenus, qu'est-ce que j'en fais et quel programme je choisis pour chacun de mes contenus. Voilà l'idée qui est derrière la stratégie de traduction et mon quotidien.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des réponses, si ça vous a intéressé. Je vous laisse aussi mes coordonnées avec notamment mon email et un lien vers mon agenda quand vous voulez, si vous voulez prolonger la discussion en perso. Alors, Peggy, moi, je me permets, j'ai une question. Donc, pour une entreprise, effectivement, donc une TPE qui n'a pas forcément de budget, mais qui a des contenus à faire paraître et qui va effectivement donc, dans tout ce qui est contenu, réseaux sociaux, email, et qui va choisir donc la traduction automatique. Aujourd'hui, quels sont les outils pour cela les plus fiables, en fait? Parce qu'il y en a. Voilà, Alors, c'est la question que tout le monde nous pose, oui. donc c'est normal. Ouais. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un outil plus fiable qu'un autre dans le sens où ça dépend des langues, ça dépend des contenus et ça dépend du besoin final. Donc après, des traducteurs automatiques sur Internet, il y en a plein. Il y a Google, il y a Amazon, Microsoft, DeepL, enfin, il y en a plein. Après, ils vont avoir des intérêts différents selon les langues. Et après, ça peut être intéressant. C'est sûr que si certains participants ont ce type d'interrogation, de nous donner un cas concret, de dire, voilà. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément de choisir toujours, parce que parfois ça peut être équivalent, c'est surtout de se dire derrière, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'exploite? Avec quoi? Comment je fais en sorte d'y rajouter de la valeur? C'est-à-dire, je peux faire venir du contenu automatique sur un moteur qu'on a choisi, mais quand même, je voudrais forcer ce traducteur automatique pour que certains mots soient absolument ceux-là. Donc, c'est un couplage aussi intelligent à faire plutôt que de dire choisis tel moteur, parce que le moteur que vous allez choisir aujourd'hui sur une langue ne sera peut-être pas le bon dans 6 mois, ça évolue énormément. Donc, c'est aussi cette prise de conscience qu'il faut avoir en général. Oui, quel que soit ce que tu nous dis, en fait, quel que soit le contenu, tout est question de dosage, en fait. De dosage. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, par exemple, Google va avoir une 60aine de langues, Sistran, je crois qu'ils sont à peine une dizaine. Donc, il y en a certains qui se sont concentrés sur certaines langues, d'autres sur certains domaines. Donc, il faut voir aussi au cas par cas. D'accord. Est-ce qu'on a des questions? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je suis traductrice en langue chinoise. Donc, c'est très intéressant votre exposé. Donc, on a appris plein de choses. Moi, je suis traductrice assermentée près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et je dirige aussi une entreprise Tempo Export qui travaille avec l'Asie, en particulier avec la Chine. Donc, j'ai des compétences dans le domaine du commerce international et dans le domaine juridique. Alors, donc, j'ai une question, c'est pour savoir, est-ce que en langue chinoise, le couplage chinois-français ou chinois-anglais, est-ce que l'intelligence artificielle a fait des progrès et en termes évidemment, avec la traduction automatique, on a un gain financier à ne pas négliger, mais en termes de qualité, j'ai un fort doute, quoi. Donc, je voudrais savoir si vous avez des commentaires. Alors, en tous les cas, nous, dans les commandes que l'on a avec le chinois, que ce soit chinois vert ou à partir du chinois, pour l'instant, en tous les cas, on n'utilise pas de traduction automatique pour réviser derrière, pour faire la traduction hybride, en tout cas sur les sujets sur lesquels on nous demande, puisque nos traducteurs nous disent que ça ne les aide absolument pas et que ce n'est pas forcément bon, mais c'est pour l'utilisation qu'on a. Par contre, je sais que j'ai certains clients qui ont des avis et ils reçoivent des phrases ou des emails en chinois, ils le passent dans certains outils et ils voient ce que ça donne en français, ils comprennent à peu près.
et ça leur va bien. Donc, pour de la compréhension, pour certaines petites choses, ça va, mais pour de la traduction vraiment professionnelle, où on se dit qu'on pourrait avoir un certain niveau d'aboutissement sur certains domaines, on n'est pas encore au niveau de certains couples de langues où les performances sont meilleures, mais peut-être que ça va le devenir petit à petit. Après, je pensais aussi à vous, en tant que traducteur, d'être vraiment à l'écoute, comme vous connaissez aussi la langue, de tester à chaque fois, de regarder. Mais bon, après, dans le juridique, pour moi, il y a plus intérêt de partir d'une feuille blanche, quoi, que de vouloir essayer de céder de la traduction automatique. Ça me paraît peut-être un peu dangereux. Oui, tout à fait, je suis tout à fait de votre avis, parce que j'ai essayé de tester Google Traduction. Apparemment, à chaque fois, je suis très déçue par la qualité. En plus, vous avez pris après, il y a les versions professionnelles payantes. D'accord. Après, par contre, ce qui est important, je ne sais pas si vous utilisez des outils de TAO, les traductions assistées par ordinateur, ça c'est important pour aussi, si vous avez traduit beaucoup de choses, vous pouvez récupérer des choses que vous avez traduites vous-même. Donc, ça vous permet aussi de gagner en temps. Oui. Parce que si dans le juridique, il y a beaucoup de choses qui se croisent. Donc, pour un client, si vous avez déjà traduit des CGV où il y a des phrases des fois qui sont assez communes, vous pouvez retrouver aussi des éléments qui peuvent vous aider. Mais là, ça vient de votre capitalisation, de votre travail. Oui. Après, notre dilemme, c'est on est confronté aussi à une concurrence, de prix, parce que… surtout si vous êtes en France. Oui. Ouais. Surtout si vous êtes en France. Donc, ouais, à voir. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant, votre exposé aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, si ça n'est pas le cas, Peggy, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. L'ensemble, voilà, la retranscription des échanges en replay vous sera envoyée par mail avec les coordonnées de Peggy. Si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas à revenir vers elle. Et l'APEX, alors on vous donne rendez-vous le 10 décembre avec Nextra Partner sous le signe à nouveau de l'intelligence artificielle au service des TPE-PME dans leurs activités à l'international. Voilà, donc vous recevrez également l'information. Merci. Peggy, merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.